Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est le journal de la Méditerranée. Suivez-moi, je vous emmènerai en Égypte dans des complexes hôteliers vides. Le terrorisme a de lourdes conséquences sur le tourisme dans le bassin méditerranéen. C'est ce que nous verrons dans ce magazine. Nous nous intéresserons également au guide Michelin. Il vient de paraître et cette année encore, le pourtour méditerranéen est bien présent. Pour en parler, notre invité est un amoureux de la cuisine méditerranéenne. Gérald Paseda, chef triplement étoilé, répondra à nos questions depuis Marseille. Nous rejoindrons ensuite Venise pour une visite exceptionnelle. Une famille a accepté de nous ouvrir les portes de son palais vénitien. Un beau voyage dans le temps en perspective. Mais auparavant, revenons sur un sujet qui ne cesse de faire la une de l'actualité du bassin méditerranéen, la crise migratoire qui fait tanguer l'Europe et multiplie les drames en mer. Le ministre de l'Intérieur français s'est rendu en Grèce ces derniers jours, un déplacement pour évoquer différents points comme l'accueil, les contrôles ou encore la solidarité européenne. Bernard Cazeneuve a ensuite rejoint la Turquie. Ce pays s'est vu proposer une aide de 3 milliards d'euros de la part de l'Union européenne destinée aux réfugiés syriens. En contrepartie, Ankara s'engage à freiner les flux migratoires vers l'Europe. L'enjeu porte notamment sur les contrôles des entrées et la lutte contre les réseaux de passeurs. La Turquie prend-elle son rôle au sérieux? Pas si sûr, comme ont pu le constater Stéphanie Pérez et Alexis Fischer. Sur les rivages du sud de la Turquie, le bateau des gardes-frontières. La Turquie tient-elle ses promesses de contrôler ses côtes? Pas vraiment. Ils sont encore 2 à 3 000 par jour à prendre la mer vers l'Europe. En direction de Kos, par exemple, cette île grecque, juste en face. Il suffit de rester 5 minutes sur la plage pour rencontrer ces Pakistanais qui veulent traverser. Oui, on veut partir vers la Grèce. Nos amis là-bas nous disent qu'ils respectent les droits de l'homme. Ici, en Turquie, il n'y a rien pour nous. La lutte contre les passeurs est-elle effective, comme l'assurent les Turcs à l'Union européenne? Pour le vérifier, nous nous sommes rendus à un endroit incontournable pour les réfugiés, le quartier de la gare d'Izmir. Voici des familles entières de migrants syriens. Ils nous disent fuir les bombardements et la violence de Daesh. Ils sont là pour rencontrer ceux qui les aideront à traverser. Ici, c'est le QG des passeurs, un café qui a pignon sur rue. En caméra discrète, nous filmons une famille qui vient de conclure une négociation. Même scène dans une ruelle voisine, où ces femmes avec un bébé notent le contact de leur passeur sur leur téléphone. Les passeurs continuent d'agir au vu et au su de tous. Aucun contrôle de police. Et dans les commerces voisins, les affaires aussi continuent de fructifier. Les gilets de sauvetage orange trônent toujours en bonne position entre anorak et manteaux d'hiver. Et les autorités turques, ils ne leur interdisent pas de vendre des gilets? Non, ils disent rien, les autorités. La police ne sait pas. Ils ont la licence, droit de vendre. La Turquie accueille actuellement 2 millions de réfugiés, principalement des Syriens, installés dans des camps comme celui-ci. Et pour l'instant, elle ne semble pas faire le maximum pour les retenir. Leur donne-t-elle des permis de travail comme elle l'a promis à l'Europe? Pas franchement. Dans ce restaurant, Mustapha, le patron, voudrait bien engager Ali, son jeune apprenti syrien arrivé il y a 2 ans. Mais il rencontre des obstacles de la part de l'administration. Alors il est obligé de l'employer au noir. La police me cherche des problèmes. J'ai plein de tracas administratifs. Je voudrais l'embaucher. J'attends vraiment qu'il délivre les permis de travail plus facilement. Il mérite sa chance. Si la Turquie m'accepte, me donne enfin un contrat et que tout va bien, je compte rester ici. Mais si c'est trop dur, si on me met dehors, soit j'essaierai de rentrer en Syrie, soit je tenterai ma chance en Europe. Alors les migrants pourront-ils vraiment refaire leur vie en Turquie? Aucune autorité turque n'a accepté de nous répondre officiellement. Nous nous sommes donc rendus en caméra discrète dans une agence pour l'emploi. Et vu les réponses de la directrice, l'Europe va encore devoir attendre un moment. On est comme vous. On a entendu à la télévision qu'on devrait leur donner des permis de travail, mais on n'en sait pas plus. La rumeur dit qu'il faudra qu'on embauche des Syriens, mais là, il n'y a rien au journal officiel, donc ça ne sera pas avant 6 mois.
Face aux critiques de l'Union européenne, la réponse de la Turquie reste très pragmatique. Il faut du temps, affirme-t-elle, pour mener une politique efficace. Et surtout, à l'heure actuelle, elle n'a reçu aucun euro des 3 milliards promis par Bruxelles. Et je rappelle que plus d'1 million de migrants sont arrivés en Europe l'an dernier. Parmi ces candidats à l'exil, des centaines de milliers de Syriens, tous fuient la guerre qui continue de ravager leur pays. Au moins 70 personnes ont été tuées dans une triple explosion près d'un sanctuaire chiite situé dans la banlieue de Damas. Un attentat revendiqué par le groupe État islamique. Celui-ci survient au moment où des représentants du régime et de l'opposition se trouvent à Genève pour des négociations qu'organise l'ONU afin de tenter de mettre un terme à près de 5 ans d'une guerre sanglante. Le processus paraît toutefois menacé avant même d'avoir commencé, les deux camps s'accusant mutuellement de mauvaise foi. La violence qui a de lourdes répercussions sur tout le bassin méditerranéen, autrefois prisé. Plusieurs sites touristiques sont aujourd'hui délaissés. À Sharm el-Sheikh, en Égypte, reportage de Franck Genozo et Giona Messina. Ces eaux turquoises, ces températures clémentes et son vent chaud venu du sud ont fait sa réputation. Mais la mer Rouge et ses rives ensoleillées sont un paradis abandonné du jour au lendemain par des dizaines de milliers de touristes. Ahmed Sobi est patron d'un hôtel club à Sharm el-Sheikh. Regardez, il n'y a plus personne. Nous sommes prêts, mais il n'y a plus personne. Avant l'attentat, il remplissait son hôtel à 80%, jusqu'à 700 personnes. Désormais, On peut compter les clients. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est quasiment tous les clients de l'hôtel. Nous sommes 10 clients pour l'instant. 2 ailes de l'hôtel sont désormais condamnées. La moitié du personnel a été mis au repos forcé. Si les prix attractifs, 40 € la chambre, ont convaincu quelques touristes, on profite à fond, beaucoup plus que si l'hôtel était plein. les animateurs qui, hier, faisaient danser des centaines de touristes sont tout bonnement désœuvrés. C'est déprimant, oui, c'est très déprimant. On espère que la vie revienne ici, encore, avec les gens. Sur les bords de la mer Rouge, nous sommes à quelques jours à peine du début de la haute saison touristique. Et pourtant, vous pourriez marcher des kilomètres et des kilomètres sur cette plage sans croiser ne serait-ce qu'un seul touriste. Des touristes, le décor craquelé du Sinaï n'en voit plus guère passer depuis des mois. Le long de cette route qui s'enfonce vers le nord, où naguère les bus bondés circulaient en file indienne. Ils ont laissé la place aux patrouilles armées. Afin que nous puissions emprunter cette route, les autorités égyptiennes ont dépêché une escorte, un véhicule de police et une demi-douzaine d'hommes armés. Nous entrons en zone rouge, formellement déconseillée par la plupart des ambassades occidentales en raison de l'activité de groupes islamistes un petit peu plus au nord. Tout au bout de cette route, niché dans les montagnes, un des trésors du Sinaï, le monastère Sainte-Catherine, qui longtemps fut le monument le plus visité d'Égypte après les pyramides et le temple de Luxor. Difficile à croire aujourd'hui. Avec ce qu'il se passe en ce moment, qui sait si l'an prochain on pourra revenir. Alors je profite de chaque seconde passée ici. Les prêtres orthodoxes veillent sur cet endroit sacré depuis des siècles, comme le père Justin. C'est ici, dit l'Ancien Testament, que Dieu s'adressa à Moïse, ici qu'il découvrit le buisson ardent, toujours préservé dans l'enceinte du monastère. Ce prêtre américain veut croire que cela protégera le site de la folie des extrémistes. Nous sommes confiants. C'est un endroit sacré, vénéré, et il le restera. Ce qui lui permettra de surmonter les violences qui sévissent dans la région. Les Bédouins, qui depuis des siècles vivent de l'afflux des pèlerins, désespèrent de voir un jour revenir les touristes. Dans ces montagnes sacrées pour les chrétiens, aussi bien que pour les juifs et les musulmans. Et dans ce contexte, les touristes sont nombreux à privilégier la rive d'en face, au nord de la Méditerranée. Les réservations en Espagne, en Italie et en Grèce bondissent de 25% chez les tours opérateurs, dopant au passage l'économie de leur pays.
C'est le rendez-vous annuel attendu de pied ferme par les chefs cuisiniers, le guide Michelin et ses étoiles tant convoitées. Le célèbre guide rouge est sorti cette semaine. Alors quel est son impact réel? Y a-t-il une pression des étoiles pour les restaurateurs? Autant de questions que je vais poser à notre invité cette semaine. Il est une figure de la gastronomie méditerranéenne. Gérald Paseda, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Avec le Petit Nice à Marseille, vous êtes l'un des 26 restaurants 3 étoiles en France. Avant d'en parler ensemble, je vous propose un état des lieux et vous allez le voir, la Méditerranée est bien présente dans le guide Michelin 2016. Sophie Granel, Emmanuel Faux. Chaque année, au mois de janvier, les chefs attendent fébrilement le coup de fil qui pourrait changer leur vie. Cet appel providentiel, 54 chefs l'ont reçu cette année, dont 8 sont installés sur le pourtour méditerranéen. Parmi eux, Nicolas de Cherchy. 2 ans après avoir décroché une première étoile, le jeune chef du Paloma à Mougins est donc à nouveau distingué. 2 étoiles au Michelin, il n'en revient toujours pas. C'est incroyable, c'est assez exceptionnel. C'est énormément d'efforts, énormément de travail, d'investissement dans cette belle maison. Une belle maison aux spécialités inspirées par la culture méridionale, comme ces Saint-Jacques aux aiguilles de pin et leur mousseline de chou-fleur citronné. Les clients apprécient. C'est délicieux, c'est toujours très fin, très aromatisé, des ingrédients bien choisis, juste la bonne dose d'épices et de petites sauces. Inventivité, subtilité, 2 qualités que les inspecteurs du guide Michelin attendent des lauréats. Outre le Paloma et ses 2 étoiles, 7 restaurants méditerranéens décrochent leur premier macaron. C'est le cas du Mât de Boudan à Nîmes, récompensé quelques mois seulement après son ouverture. L'histoire a déjà commencé depuis quelques mois et puis là elle continue parce que c'est le travail qui est récompensé au bout d'une année de travail. Et toute une équipe, les pâtissiers, la salle, et puis l'équipe du bistrot aussi. Donc tout le monde est très très heureux, c'est que de la joie. De la joie pour les heureux élus, de la déception pour les autres. Pendant toute l'année, les chefs donnent le meilleur d'eux-mêmes dans cette quête du Graal gastronomique. La récompense n'est pas toujours au rendez-vous. Ainsi, le SCAB à Nîmes devra attendre encore un peu. L'enjeu est de taille. On estime à 30% l'augmentation de la clientèle à l'obtention de la première étoile. Enfin, notez qu'en 2016, aucun restaurant méridional n'obtient 3 étoiles. Dans le sud de la France, seuls 3 chefs restent au firmament de la gastronomie. Gérald Paseda, le chef du Petit Nice à Marseille, fait partie de ce club très fermé. Oui, et 3 étoiles depuis 2008. Alors, Gérald Paseda, votre cuisine est plus que jamais influencée par la Provence, en particulier par Marseille. La Méditerranée est-elle votre principale source d'inspiration? J'ai l'habitude de dire que ma cuisine elle est d'ici, elle n'est pas d'ailleurs forcément. C'est un potager marin dans lequel j'aime puiser, j'aime me ressourcer, j'aime retrouver tous les poissons oubliés auxquels j'aspire, faire découvrir au public. Et c'est une cuisine qui est intensément axée et basée sur l'iode et sur le produit essentiellement aussi. Oui, c'est ça, vous cuisinez jusqu'à 75 variétés de poissons, c'est ça? C'est ça, parce que j'ai fait, si vous voulez, un tissage social, si je puis dire, avec mes pêcheurs, qui jusqu'à présent étaient un petit peu délaissés sur ces 15 dernières années, étaient tout le temps en train de pêcher du loup, de la dorade, des rougets, qui sont les poissons nobles de la Méditerranée, mais qui laissaient de côté la cante, la girelle, plein d'autres poissons comme cela, qui forment les 75 espèces par année que je peux travailler selon la saisonnalité, pour respecter bien entendu la pêche raisonnée et pour faire découvrir tous les aspects gustatifs différents, la différenciation des chairs et des goûts de tous ces poissons à mes hôtes. Oui, alors la Méditerranée, vous l'aimez au point de présider l'association Gour Méditerranée qui rassemble des chefs engagés dans une cuisine Made in Marseille. Vous pouvez nous en dire un peu plus? En fait, c'est une association qui s'est créée en 2013 et j'ai voulu, si vous voulez, essayer de faire une très belle association avec mes amis Lionel Lévy, Guillaume Sourieux, qui puisse réunir, je dirais, de la pizza jusqu'aux 3 étoiles Michelin, des hommes de cœur, de goût, d'envie, d'esprit autour du bassin méditerranéen pour que l'on puisse susciter un engouement tel que notre région soit un petit peu sur le devant de la scène médiatique au point de vue culinaire et au point de vue acceptation de la cuisine de la Méditerranée.
Alors pour revenir au guide Michelin, Gérald Paseda, lorsque l'on a 3 étoiles depuis autant d'années, comment vit-on l'arrivée du célèbre guide rouge? Avec angoisse, avec sérénité? Pour le guide Michelin, la fin d'année est toujours, pour un cuisinier, pour un chef en l'occurrence, 3 étoiles, c'est toujours très délicat quand même parce que c'est une période toujours de doute. On doute sur soi, on doute sur ses produits, sur ses recettes, sur ses capacités, sur son équipe. Et puis ensuite, le doute se lève et est dissipé lorsque la nouvelle arrive, si elle est bonne, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, c'est un métier artistique que l'on fait, qui est toujours axé sur le doute et sur la remise en cause et la remise en question. Et c'est ce qui fait de notre métier quelque chose de très, très engageant, très généreux et très prenant aussi. Oui, puis là, on a vu dans le sujet qu'une étoile Michelin garantissait à peu près 30% de clients en plus. Ce guide a-t-il une réelle incidence économique pour les établissements concernés? Oui, forcément, chaque étoile amène son lot de notations, bien entendu, différentes, son lot d'appréciations aussi différentes, et bien entendu, son chiffre d'affaires qui progresse chaque fois que vous avez une étoile supplémentaire. Mais ceci étant dit, il faut quand même aussi pérenniser vos étoiles et puis travailler pour les années à venir et les clients qui sont là. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Il faut stabiliser la cuisine, montrer le cap de la cuisine que l'on veut définir et s'y tenir et ne pas déroger à cette règle-là pour que la personnalité du chef puisse ressortir, parce que c'est quand même ça que le guide Michelin est en train de juger. De toute façon, il ne faut pas faire comme le voisin fait, mais il faut faire ce que le chef intrinsèquement a au fond du cœur et au fond de son estomac et qu'il a envie de montrer à ses convives. Le Michelin a été endeuillé cette année par le suicide présumé du chef Benoît Viollier. Il y a 13 ans, c'est Bernard Loiseau qui mettait fin à ses jours. Alors bien sûr, il n'y a aucun lien direct avec le guide Michelin, mais y a-t-il pour autant une pression des étoiles ? Il y a une pression des étoiles, mais tout dépend des caractères. Je me plais à dire que j'ai moins de pression parce que mon caractère est comme cela, mais en fait, je suis aussi perfectionniste que n'importe quel chef 3 étoiles au guide Michelin, ou 2 étoiles ou 1 étoile Michelin. Forcément, on se dit, bon, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de pression. C'est justement pour se rassurer. Mais la pression, elle est bien là. Et puis, c'est aussi un moteur. Il faut le prendre comme un moteur intelligent qui puisse nous faire avancer vers l'excellence, ce dont les convives ont besoin chaque jour, le midi et le soir. Et c'est répétitif, certes, mais l'obtention de l'excellence ne peut être acquérie que par la sueur, par le travail, par l'envie, par l'énergie, par l'amour, la passion et bien entendu la bonne chair et la bonne nourriture. Et vous y arrivez très bien, bravo à vous. Gérald Paseda, merci d'avoir répondu à nos questions au Duplex de Marseille. Et vous avez sorti donc à l'automne dernier un livre de recettes intitulé « Ma Méditerranée ». On y retrouve des plats typiques du Sud. C'est aux éditions Flammarion. Et si vous souhaitez revoir cet entretien ou ce magazine dans son intégralité, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Nous vivons un hiver particulièrement doux, notamment sur la côte méditerranéenne. Une réalité qui nous offre des images inédites. Regardez ces mimosas en fleurs depuis décembre dans le massif du Tanneron, c'est au-dessus de Cannes. Il y a 60 ans pourtant, le scénario était tout autre. En février 1956, les températures avoisinaient les moins 35 degrés dans certaines régions. Il neigeait même à Nice, regardez. 16 degrés sur la promenade des Anglais à Nice. Un temps idéal pour un jogging ou une balade, un peu frisquet pour une baignade. En 1956, la France a connu l'hiver le plus froid du XXe siècle. À Nice, 15 cm de neige, le thermomètre est descendu jusqu'à moins 12. Les écoles étaient fermées. C'était jour de congé et on était dans les rues à jouer à la aux boules de neige et faire des bonhommes de neige. J'avais entendu dire qu'il avait neigé à Nice en 1956 et que ça avait fait quand même le buzz. En France méditerranéenne, la température atteint des records de baisse. Les thermomètres marseillais annoncent, sans galéger le moins du monde, un presque invraisemblable moins 16. La vague de froid de 1956 démarre le 1er février. Elle va durer un mois. 95% des fleuves et des rivières sont gelés. Une mer de glace attendait nos caméras au pont de Trinquetaille, près de Darles, où l'on a dégagé, à coups de pic, le bassin d'alimentation en eau potable de la ville. Difficulté d'approvisionnement en eau potable et puis pas grand-chose dans l'assiette. Cette année-là, les récoltes sont anéanties par le gel. 80% des vignes sont détruites. La vague de froid fait 1000 morts dans toute l'Europe, 150 victimes en France. Moins 15 à Paris,
Moins 25 à Nancy, moins 35 en Corrèze, la solidarité s'organise. Élie Bonneau avait 16 ans. Il travaillait dans l'entreprise familiale d'horticulture à Juan-les-Pins. Il se rappelle avoir passé l'hiver grimpé sur le toit des serres. Très dur parce que j'ai passé plus de 20 nuits sur les chéneaux. Vous voyez ces chéneaux-là? Alors il ne fallait pas que la neige s'accumule là parce que la nuit, il gelait. Et ça risquait de faire écrouler parce qu'il a neigé pendant plus de 20 jours. Et ses efforts, jour et nuit, pour enlever la neige, lui ont permis de vivre une drôle d'aventure. C'est malheureux à dire, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vu que les serres de rose, les 3/4, étaient pratiquement toutes écroulées, nous, on est restés debout avec 600 mètres carrés. Faute de concurrents, il a fourni toutes les roses pour le mariage de Grace Kelly et du prince Régnier, qui avait lieu au printemps 1956. Quand vous avez vu vos roses à côté de la princesse Grace... Ah ben, ça fait... J'allais quoi. Ouais. Encore un peu d'émotion? Oui, c'est vrai que c'est émotionnel. 2016, hiver le plus doux. Le mois de janvier qui vient de s'achever a été le plus clément depuis 1950. Rejoignons la Cité des Doges où des milliers de festivaliers déguisés ont assisté au traditionnel saut de l'ange qui marque le lancement du carnaval de Venise. Une jeune femme de 19 ans s'est alors élancée du haut du campanile de la basilique qui domine la place Saint-Marc. Attachée à un câble 80 mètres au-dessus de la foule, elle a lancé des confettis sur les carnavaliers. Et si nous en profitions pour vous faire pénétrer dans des lieux habituellement fermés au public, les fameux palais vénitiens. Une famille a accepté de nous ouvrir les portes de l'un de ces édifices riches en histoire. Le Grand Canal et ses palais sont depuis la Renaissance le lieu où vivent les familles nobles de Venise. Pour rentrer chez lui, le comte Leonardo Rocca emprunte les petits ponts de traverse. Mais ses ancêtres, eux, arrivaient ici en gondole, dans ce palais, à la fois gothique et baroque, où rien n'a changé. Cette demeure vénitienne a toujours été habitée. Une vie de faste donc, avec domestique, que Leonardo, qui habite avec ses parents, a toujours connu. Je suis heureux de pouvoir perpétuer une tradition familiale qui dure depuis 5 générations. À Venise, cela coûte très cher d'entretenir un palais comme le nôtre, et beaucoup de familles ont été forcées de vendre. Mais nous avons pu le garder. Pour sauver le palais familial, Leonardo organise des visites très privées. Quelques personnes seulement, qui payent cher, pour entrer dans l'intimité des lieux. Ici, c'est ce qu'on appelle la bouche de la vérité. Les Vénitiens glissaient des petits messages où ils disaient au doge, le chef de la cité, leur vérité, leurs propositions pour améliorer la ville. Est-ce que je peux mettre un petit mot? Je vous en prie. Soyez les bienvenus dans notre palais. Oh, c'est magnifique. C'est exactement comme ça que je m'imaginais un palais vénitien. Nous sommes ici dans la salle de bal. Comme dans tous les palais de la Cité des Doges, c'est la partie noble. C'est là qu'on organisait les fêtes somptueuses. C'était la vitrine de la richesse. Et les visiteurs vont de surprise en émerveillement. Voici la porte d'eau dont sont dotés tous les palais du Grand Canal. Et c'est par ici qu'entraient et sortaient toutes les gondoles qui permettaient à la famille de faire du commerce. Ce palais a vraiment une position incroyable. Comme il est dans une courbe du Grand Canal, d'ici on voit presque jusqu'à la place Saint-Marc, et de ce côté-ci, eh bien vers le pont du Rialto. Le soir venu, quelques visiteurs, triés sur le volet, les plus chanceux donc, sont invités à participer, avec les propriétaires des lieux, à un apéritif au champagne. Et quand on habite au-dessus de Venise et de ses ponts, dans une demeure du XVe siècle, l'histoire n'est jamais loin. Ma chambre est moderne et pourtant, regardez, il y a un passage secret qui nous conduit à la terrasse du palais.
Autrefois, par beau temps, les habitantes de Venise montaient ici, avec les cheveux enduits de safran et de citron. En plein soleil, cela donnait le fameux blond vénitien. Lové au milieu de cette courbe du Grand Canal, le palais Rocca fait partie de ces rares maisons vénitiennes qui ont su traverser le temps et dont l'âme palpite encore. Et la plupart de ces palais vénitiens sont bâtis en briques, un matériau léger, ce qui a toute son importance lorsque l'on sait que les fondations sont constituées uniquement de troncs d'arbres, des fondations malmenées par la houle, provoquées notamment par les bateaux de croisière, très nombreux. Restons sur l'eau, nous avons parlé dans ce magazine de la douceur du climat, un temps idéal pour visiter en bateau les calanques de la côte sud de Marseille. C'est notre image de la semaine, c'est aussi une idée de sortie en ce début de vacances scolaires en France. Très belle semaine à tous.